Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. De retour de l'enfer syrien, les deux journalistes français Édith Bouvier et William Daniel sont passés la nuit en sécurité en France. Ils sont arrivés hier soir à l'aéroport militaire de Villacoublay. Édith Bouvier, qui a une jambe fracturée, a été transportée sur un brancard, entourée par ses proches. À ses côtés également, William Daniels, avec un bonnet noir. Le photographe a veillé sur sa consoeur pendant ces 9 jours d'angoisse sous une pluie de bombes à Homs. On n'a vécu même pas un dixième de ce que vivent les habitants de Bama Amar. Et pourtant, ils nous ont traités comme des rois, quoi. Ils ont tout fait pour que Edith soit soignée bien. On était dans une des maisons les plus protégées. Ces gens sont des héros qui sont massacrés. Face à ce massacre, la pression diplomatique s'accentue. Nicolas Sarkozy prévient, Damas devra répondre des crimes commis. Édith Bouvier, elle, a été conduite à l'hôpital où elle doit être opérée. L'anxiété professionnelle, la souffrance au travail, c'est ce qui aurait poussé un jeune cadre de la Poste à se suicider mercredi. Il s'est défenestré sur son lieu de travail à Rennes. Un geste désespéré expliqué dans une lettre lue par sa compagne devant la presse. Une lettre déchirante et accablante pour sa hiérarchie. Après le suicide de Jérémy, Élodie, sa compagne, reste bien sûr sous le choc. Pourtant, la lettre qu'elle a découverte chez elle la pousse à témoigner. Une lettre de Jérémy à charge contre sa hiérarchie à la Poste. Cette vie m'est devenue trop insupportable. Le travail que j'effectue chaque jour ne semble pas apprécié. Je suis remis en cause en permanence sur toutes mes actions. Je ne préfère vraiment pas vivre dans un tel contexte opprimant, où les reproches sont soutenus ensuite par toute la hiérarchie. Je devrais avoir tout néanmoins pour être heureux. Une femme aimante, une fille adorable. Néanmoins, toute cette anxiété professionnelle a réussi à prendre le pas sur ma vie privée. Et je sens ne plus apporter la joie que j'avais néanmoins auparavant. Aujourd'hui, 3 enquêtes se poursuivent. Une du CHSCT, une de l'inspection du travail et une de la police. À terme, la CFDT n'exclut pas d'éventuelles poursuites judiciaires. CFDT, en tout cas, elle défendra durement la mémoire de Jérémy et elle sera aux côtés du combat de sa femme pour faire reconnaître que ce n'est pas uniquement un geste désespéré, c'est aussi un geste de quelqu'un qui avait des problèmes dans le cadre de son travail et à la Poste et que peut-être ce n'est pas uniquement lié non plus à sa situation à lui, c'est peut-être lié à une façon de travailler à la Poste et qu'on ne souhaite pas justement que ce geste il reste seul. On a envie quelque part qu'il soit reconnu que ses difficultés, on peut les faire évoluer. La direction, de son côté, reste également choquée par ce geste qualifié d'incompréhensible. Un rassemblement aura lieu lundi prochain, à midi, place de la République, à Rennes. Après avoir passé 4 jours et 3 nuits sans eau ni électricité en plein cœur de l'océan Indien, les passagers du Costa Allegra ont retrouvé la terre ferme. Parmi eux, un couple de Varois et une retraitée niçoise qui n'ont absolument pas le même point de vue. Allez, on est là. Oui, ça, et voilà, je suis entière. Voilà, c'est ça. Voilà. Bronzée, mais épuisée, Brigitte s'était offert une croisière de rêve qui devait la mener de la Réunion à Gênes en passant par Madagascar et l'Égypte. Mais le voyage s'est arrêté 3 semaines plus tôt. Un incendie sur le générateur du bateau, plus d'électricité et 4 jours interminables avec un ennemi inattendu. Le soleil. Parce qu'on n'avait plus la climatisation, on n'avait plus de sanitaire. Ça, c'est l'horreur, ça sentait... Le Costa Allegra à la dérive, 1 mois après le naufrage du Concordia. Mais pour Brigitte, cette fois-ci, l'équipage a su gérer la crise. Ça n'a rien à voir avec le Concordia. Le commandant a fait son métier et plus que son métier. Je pense qu'il n'a pas dû dormir beaucoup, lui. Bronzé, mais épuisé. C'est bien le seul point commun entre Brigitte et ce couple de Varois. À les entendre, ils n'ont pas vécu la même aventure. Geneviève et Alain dénoncent notamment le manque de sécurité. On a mis quand même 3 heures lors de l'alerte incendie pour faire l'appel au niveau de notre chaloupe, c'est-à-dire le point numéro 3. 3 heures montre en main. L'ombre du Concordia a flotté. Oui, tout à fait. Mais et les remarques des gens du Concordia disant on n'a pas eu d'exercice, c'est vrai. C'est vrai.
Ce couple ne tient à remercier qu'une seule personne, le capitaine du tonnier breton venu remorquer leur navire. Pour le reste, il n'exclut pas de porter plainte. Brigitte, elle, accepte l'offre de Costa, la croisière remboursée 2 fois, plus une autre croisière entièrement gratuite. Elle a déjà réservé sa place pour l'année prochaine. Taxé à 75% au-delà d'1 million d'euros de revenus annuels, la proposition de François Hollande suscite la polémique. Plus de 6 Français sur 10 l'approuvent. Il faut dire que la mesure vise une poignée d'ultra riches, à commencer par les footballeurs. Certains menacent de s'exiler dans des championnats fiscalement plus accueillants. Les rugbymen, eux, semblent moins concernés. Les travaux sont presque finis. Début avril, Nicolas va ouvrir un second complexe de terrain de foot en salle. Nicolas Dieuze a 33 ans. Il n'a pas de club cette saison. Ça fait plus de 10 ans qu'il joue milieu de terrain à Toulouse, au Havre, à Grenoble. Son salaire de footballeur, 30 000 € par mois en moyenne, alors que d'autres jouent en bourse, lui décide d'investir. Ça fait maintenant 4 ans qu'il fait des affaires, qu'il veut participer à l'économie locale. Je ne suis pas contre que les gros revenus payent plus d'argent, étant donné qu'on a un pays qui est en difficulté. Surtout quand on sait que certains sportifs, et puis quand on parle des footballeurs, abusent d'une consommation excessive, je dirais un bien futile. Donc les taxer à ce moment-là, pourquoi pas. Maintenant, c'est une minorité de footballeurs. Je prends des risques, je participe à l'économie réelle. Donc payer de l'impôt, c'est normal. Maintenant, je pense que comme penseraient tous les bons citoyens français, se faire taxer plus de la moitié de son argent par l'État, ça semble beaucoup. C'est en France que sont les plus gros salaires de rugby au monde. Mais ils sont 10 fois moins importants qu'au football, loin du million annuel concerné. Au Stade Toulousain, les plus gros salaires sont à 400 000 € bruts. Et depuis peu, ils progressent continuellement, ils en sont à ce niveau, mais on est loin de ces sommes dont le rugby n'est pas concerné et le Stade Toulousain n'est pas concerné. De ce bureau toulousain, Frédéric Chatsley gère sur mesure le patrimoine de 35 sportifs partout dans le monde, des footballeurs, basketteurs, celui de Nicolas Karabatic. Si on joue au Real Madrid, on est résident fiscal espagnol, si on joue à Manchester, on est résident fiscal de Grande-Bretagne, du Royaume-Uni. Ça, il n'y a pas le choix. Mais aujourd'hui, les taux de prélèvement sont sensiblement les mêmes. Ça va de 42 à 54% entre les grands pays de football. Si on passe à 75, la France est rayée de la carte. Donc ils iront en Allemagne, ils iront en Italie, ils iront en Espagne, ils iront en Angleterre, en Russie, en Turquie. Selon lui, la mesure fiscale proposée par François Hollande pourrait s'appliquer à une centaine de footballeurs en France. 24 heures à peine après l'adoption par le Sénat de la proposition de loi pour empêcher le détournement d'actifs, le groupe Suisse Petroplus aurait récupéré son stock de pétrole brut entreposé au Havre, soit l'équivalent de 25 millions d'euros. Résultat, les banques ont donc levé leur saisie au plus grand désarroi des salariés de Petit Couronne. On a mis le ministère dans ses responsabilités, c'est-à-dire que ce n'est pas eux les responsables, mais qu'eux demandent à la société en Suisse et aux banques pourquoi ils sont capables de venir piller comme ça. Et en plus, juste après la sortie de la loi. Placée en redressement judiciaire fin janvier, la raffinerie qui emploie 550 personnes devrait redémarrer courant mai grâce à un contrat ponctuel de 6 mois conclu avec Shell. Face à la concurrence indienne et chinoise, le géant américain Intel a préféré s'implanter à Toulouse pour développer les smartphones du futur. Son centre de recherche a été inauguré devant des élus ravis. En tout, une centaine de salariés, dont des anciens de Freescale, a été reclassé. Christian Caillot fait partie des 49 anciens salariés de Freescale embauchés par Intel. Depuis novembre dernier, il a donc intégré l'équipe de cet autre géant américain. Ici, une centaine d'ingénieurs travaillent sur les téléphones portables de demain. On venait de vivre en fait une phase de décroissance et en redémarrant chez Intel, qui est quand même le numéro 1 mondial des semi-conducteurs, on a pu en fait se retrouver dans une dynamique très positive. Sachant que là, le site s'est énormément agrandi et ça fait plaisir.
Ironie de l'histoire, pendant plusieurs mois, Intel était hébergé dans les anciens locaux de Freescale. Maintenant, le leader mondial des microprocesseurs a ses propres locaux. Toulouse a été préféré à des sites chinois et indiens, un choix motivé par la compétence de ses ingénieurs. Il y a d'autres sites pilotes raccrochés à Toulouse, on en a un à Sophia Antipolis, à Tampere en Finlande, qui sont raccrochés au site de Toulouse. Donc Toulouse sert de zone d'aiguillage et vraiment de centre leader au niveau mondial pour nos activités dans le smartphone. Ces innovations ne concernent pas seulement le monde des télécommunications, puisqu'à Toulouse, le secteur aéronautique s'intéresse de près à cette implantation. On veut trouver des domaines d'application où toutes les technologies qui ont été développées pour l'aéronautique et l'espacial puissent trouver de nouveaux débouchés. Et cette activité semi-conducteur est une activité centrale pour aider à trouver cette nouvelle diversification. Le site Intel de Toulouse a un avenir tout tracé puisqu'il a décroché le marché du premier smartphone commercialisé par Orange. Intel a aussi signé un partenariat avec les plus grands opérateurs de téléphonie mobile chinois et indiens. Les banques chinoises vont-elles investir à Chartres? La ville mise en tout cas sur des prêts venus de l'autre bout du monde pour financer ses projets d'aménagement. Manière de trouver de l'argent frais et de contourner la frilosité des banques françaises. 3 établissements chinois ont été démarchés. Ça se passe bien, ils sont très intéressés. Alors il y a des cibles assez particulières. Le projet de la gare attire l'attention. Voilà, donc la station d'épuration, parce que je pense que ils ont peut-être envie de regarder ce qu'on fait sur ces sujets-là parce qu'ils ont besoin aussi de se développer. 300 millions d'euros pourraient ainsi être levés dans les prochaines semaines. Akiko et Makoto Ishiyama sont arrivés à Lyon. Ces anciens habitants de Fukushima au moment du tsunami ont été invités par Greenpeace France. Objectif, témoigner de la douleur des personnes déplacées et des conséquences sur la santé des fuites radioactives. On parle de la décontamination, mais il n'y a pas normalement moyen de vraiment tout décontaminer, donc il faut savoir comment faire, et pour l'instant, au bout d'un an, rien n'est vraiment résolu. Après la France, ce jeune couple se rendra en Belgique, en Hollande et en Grande-Bretagne pour témoigner. Alors que les Parisiens terminent leurs vacances d'hiver, la zone B, elle, va entamer sa 2e et dernière semaine. Avec une météo exceptionnelle et des températures idéales, tout est réuni pour profiter de la neige. C'est le cas sur les sommets du domaine du Sancy, notamment au Mont d'Or. Ambiance. Nul doute, le soleil est là. Il fait chaud, très chaud même, et ce pour le plus grand bonheur de ces Limougeauds en vacances qui visiblement attendent quelque chose. Nous attendons nos maris, en profitant de la convivialité et de la chaleur de la terrasse. On se raconte nos petits trucs. Non, ça nous permet de se retrouver entre filles, c'est pas mal des fois. L'air de la montagne, ça creuse. Voilà de quoi redonner le sourire aux skieurs et surtout aux restaurateurs. Chouette, le vendredi, c'est spaghetti. Il faut dire qu'on a commencé à travailler que le 14 janvier. Ça représente combien de pourcents de chiffre d'affaires en plus? Une trentaine. Pour d'autres, c'est formule sandwich au pied des pistes, avec vue imprenable s'il vous plaît, sur les sommets alentours. Il y a Méline qui a fait l'école de ski Ourson, donc elle a pris des virages et elle s'est arrêtée. Et lui c'est Aubin qui est un garçon et il a fait 3e étoile, il va plus vite que moi maintenant. Il n'a pas fait l'école de ski, alors c'est pour ça qu'il ne sait pas très bien faire. Et pour cette famille parisienne, c'est déjà la fin des vacances, mais bon, on va pas trop les plaindre. Ils viennent chaque année, les Vénards, ils ont un chalet à Picherande. On viendra cet été faire de belles randonnées sur le Sancy, donc on regrette pas. On sait qu'on revient, donc on a passé une super semaine. Vivement l'année prochaine. Tout de suite, votre édition des initiatives.